Hop. Bonjour à toutes et tous. Voilà, on se présente. On est donc le livret antiraciste de la France Insoumise et on va aujourd'hui vous faire un petit topo sur les questions de discrimination au travail, discrimination raciste au travail. D'abord, on va commencer par se présenter. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Du coup, je suis Mornia Lapsi et je suis ravie de pouvoir venir vous faire une petite présentation qui peut vous aider, en tout cas pour ceux et celles qui sont concernés, à lutter contre les discriminations raciales dans l'accès à l'emploi et également dans les discriminations opérantes dans le travail tout au long de la vie. Et moi, je suis Laurent Sorel, je suis co-animateur du livret. Et je tenais quand même à remercier aussi Inès qui nous a pas mal aidé à préparer ce petit topo. Voilà, donc pour commencer, d'abord, pourquoi en parler? D'abord parce que c'est les discriminations raciales, ça pourrit la vie de millions d'habitants et d'habitantes de ce pays. Donc c'est important d'en parler. Et malheureusement, on n'en parle pas assez, y compris à gauche. On a l'impression que c'est quelque chose d'assez marginal finalement, alors que c'est quelque chose de très… Les discriminations raciales sont généralisées dans ce pays. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait, discrimination raciale? D'abord, soyons clairs, quand on travaille ou quand on est au chômage, quand on est salarié en tout cas, on est évidemment exploité en tant que salarié, mais quand on est noir, arabe, asiatique, en tout cas non blanc ou musulman, par exemple, on peut aussi, en plus de l'exploitation, subir des discriminations raciales de la part des chefs d'entreprise, mais aussi de ses propres collègues. Donc, c'est une question qui vient s'ajouter aux autres problématiques de pauvreté, de précarité, et qui vient là, souvent les accentuer. Donc, quelle est finalement, comment peut-on, on va dire, compter, identifier ce problème de discrimination raciale en France? D'abord, une première chose, hein, la pandémie a mis en avant un certain nombre de choses qui auraient dû nous apparaître comme très claires, c'est-à-dire que il y a parmi les gens qui ont été en première ligne, les premiers de cordée, mais aussi les premiers de corvée, on pourrait dire, c'est-à-dire les caissiers, les caissières, les chauffeurs de bus, les livreurs, les salariés des entrepôts d'Amazon, par exemple, les femmes de ménage, les femmes de chambre, et les aides-soignantes, merci Mornia, il y a beaucoup de non-blancs. Et que ces non-blancs sont souvent les plus précaires, les plus mal payés. Ça signifie non pas que ces gens-là ne sont pas capables d'être avocats ou professeurs ou journalistes, mais qu'il y a effectivement un problème de discrimination dans ce pays qui fait qu'une partie de la population est assignée à une certaine place sur le marché du travail. Que dit le défenseur des droits dans un rapport assez récent d'ailleurs, Discrimination et origine, l'urgence d'agir? Je lis hein, sur la question. Les hommes descendants d'immigrés originaires d'Afrique du Nord ou subsaharienne, âgés de 25 à 59 ans, ont un salaire mensuel moyen inférieur de 7% par rapport aux hommes sans ascendant migratoire. Ce n'est dans les DOM de 23%. L'écart salarial est encore plus marqué pour les femmes âgées de 25 à 59 ans, originaires d'Afrique du Nord ou subsaharienne, moins 49%, ou celles nées dans les DOM, moins 38% par rapport aux hommes sans ascendance migratoire directe. Donc là, ça montre en tout cas qu'il y a un vrai problème de discrimination dans ce pays. Il y a aussi des testings qui ont été faits et qui mesurent, en tout cas, qui identifient un problème, notamment l'étude d'ARES en 2016. Donc la DARES, c'est la Direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques. C'est un testing qui a été réalisé auprès de 40 sociétés et qui révèle un taux de réponse positive de 36% pour les noms à consonance maghrébine, donc pour ceux qui envoient des CV en tout cas, contre 47% pour les autres. Donc il y a un écart de 11%
entre les candidatures dites maghrébines et les candidatures dites hexagonales, qui mesurent effectivement cette discrimination à l'embauche. Une deuxième étude a été lancée par le gouvernement en 2018 auprès des 120 plus grandes entreprises françaises et qui conforte ces observations. Que dit cette étude? En France, à diplôme égal, les candidats issus des territoires les moins privilégiés sont 2,5 fois moins reçus en entretien que les autres. À compétences égales, le nom et l'origine peuvent obliger à envoyer 4 fois plus de CV pour décrocher un entretien. Donc, c'est assez clair. Il y a beaucoup d'études, qui mesurent en fait l'existence de discrimination raciale massive, qui ne sont donc pas un phénomène marginal. Reste à savoir quelle forme ça prend dans la société française pour comprendre et surtout pour comprendre comment lutter contre. Donc, ces discriminations, elles sont évidemment massives, mais elles sont plus ou moins conscientes et elles sont plus ou moins assumées ouvertement. Et c'est important de se rendre compte que ce ne sont pas uniquement l'addition de comportements individuels. Jacques Toubon, l'ancien défenseur des droits, dans une interview dans Le Monde il y a un peu plus d'un an de mémoire, disait assez justement « Les discriminations ne sont pas le résultat de logiques individuelles, de quelques DRH qui refusent d'embaucher des personnes noires ou arabes, c'est tout le système qui est en cause, un système qui reproduit les inégalités. » Le problème, c'est que beaucoup continuent à considérer que les discriminations raciales sont essentiellement le produit de comportements individuels, déviants, et que l'affirmation solennelle par la République de principe d'égalité suffirait à ramener dans le droit chemin. Pourtant, ça fait un moment qu'on peut mesurer l'existence de discrimination raciale qui structure en profondeur le monde du travail. Un premier exemple, Robert Linhart, dans l'Établi, écrivait en 1978 comment se répartissaient les différentes populations dans une usine automobile. Et il disait un truc très simple, très clair. Il disait la répartition selon les catégories alors de manœuvres d'ouvriers spécialisés, elle était raciste. Les Noirs sont M1, tout en bas de l'échelle. Donc, M1, c'est la catégorie de manœuvre la plus basse. Il y a M1, M2, M3. Les Arabes sont M2 ou M3, donc un peu au-dessus. Les Espagnols, les Portugais et les autres immigrés européens sont en général OS1, c'est-à-dire ouvriers spécialisés, mais le grade le plus bas, il y a OS1, OS2, OS3, et les Français sont d'office OS2. Et évidemment, peuvent devenir OS3 s'ils sont sages et qu'ils ne font pas la grève, par exemple. Donc, clairement, là, il y a une répartition raciste, racisée des postes de travail. Aujourd'hui, ça n'a pas disparu, évidemment. Nicolas Jounin, le sociologue, explique que dans le BTP, qu'il y a encore des recrutements, une organisation du travail qui reste racisée. Par exemple, les Maliens sont essentiellement manœuvres. Les Maghrébins peuvent être plutôt ferrailleurs. Les Portugais auront des postes plus qualifiés, entre guillemets, de coffreurs, par exemple. Donc ça, c'est pour le BTP, mais il y a beaucoup d'autres métiers qui sont réservés, si je puis dire, à toute une série de travailleurs racisés. Par exemple, les femmes de chambre dans l'hôtellerie vont plutôt être d'Afrique subsaharienne. Les catégories C de la fonction publique, encore aujourd'hui, ça va être pas mal plutôt des Antillais. Puis il y a les conducteurs de bus, les médiateurs de quartier pour les grands frères, ça va être des Maghrébins, ça va être voilà. Et puis il y a les métiers du care, c'est-à-dire les assistantes maternelles pour les enfants, et aussi les emplois de soins en personnes âgées, les EHPAD, qui vont être plutôt dévolus aux personnes racisées. Donc, on voit qu'il y a, à force, en fait, des processus de naturalisation des différences et des catégories, à tel point que parfois, lorsque ça ne correspond pas aux perceptions qu'on peut avoir, on peut être étonné. Je donne un exemple très concret que j'ai eu dans l'école de ma fille en maternelle. Il se trouvait qu'il y avait, en début d'année,
une institutrice qui était noire et une ATSEM, donc celle qui l'aide dans la classe, qui était blanche. Eh bien, c'était très clair que pour les parents, c'était compliqué de déconstruire parce qu'ils allaient considérer spontanément que l'institutrice entre les deux, c'était plutôt la blanche que la noire. On voit là qu'on est imprégné aussi de représentations qui sont d'une certaine manière alimentées par le système. Voilà, donc par contre, je vais peut-être te laisser un peu préciser, Mornia, sur d'autres éléments parce que, évidemment, il y a la façon dont le marché du travail est structuré, mais il y a aussi la loi, les droits qui sont qui sont ceux des salariés et comment arriver à se défendre, à identifier les problèmes et à trouver une solution à ces problèmes de discrimination. Merci Laurent. Alors du coup, c'est vrai que c'est presque un peu paradoxal ce que je vais dire, puisque en réalité, la discrimination raciale, comme vient de le dire Laurent, elle n'est plus du tout à démontrer, et notamment dans le domaine du travail et de l'emploi. D'ailleurs, sur les plaintes qui sont reçues par le défenseur des droits, c'est un des premiers critères de discrimination. Et bizarrement, ce n'est pas forcément finalement cette thématique-là, la discrimination liée à l'origine dans l'emploi et dans le travail, qui est portée à la fois par les salariés, à la fois par les organisations syndicales, à la fois par le corps qui est chargé de lutter contre les discriminations raciales qu'est l'inspection du travail. Ce n'est pas forcément l'essentiel des dossiers de discrimination qui vont être portés, traités, etc. Et ça, c'est assez paradoxal. Et en même temps, ce n'est pas si paradoxal que ça parce que ça correspond aussi à l'état de la société dans son entièreté sur le sujet, c'est-à-dire un espèce de tabou, une espèce de résistance assez forte, à la fois des personnes qui en sont victimes, qui ont quand même souvent d'ailleurs intégré un certain nombre de ces mécanismes parce qu'ils sont justement hyper durs, ils sont historiques et en même temps, comme ils sont insidieux et systémiques, ce n'est pas forcément perceptible, sauf comme le disait Laurent tout à l'heure, sauf quand on parle de racisme idéologique et fait d'une personne individuelle qui a un comportement déviant. Et ça, c'est toute la difficulté en réalité pour à la fois les personnes concernées et à la fois ceux qui opèrent ces discriminations, qui sont finalement pas des individus seuls, mais tout un système, toute une organisation composée de plein d'acteurs, hein, que sont les institutions, mais que sont aussi les DRH, que sont aussi les salariés qui sont employés aux côtés de ces victimes réelles ou présumées. Et du coup, ça rend la tâche difficile finalement, même quand il y a une identification de cette discrimination par le ou la victime, d'une part de le faire entendre et d'autre part, finalement, de faire bouger les choses de sorte à ce que finalement le rétablissement du droit de cette victime soit opéré et de sorte qu'il y ait réparation. Alors, ça, c'est j'ai envie de dire un peu la vision en tout cas pour ma part, j'ai, et je pense qu'il est partagé par un grand nombre de personnes, dont les militants et les représentants de la France insoumise. Mais tout de même, il y a un droit, parce que quand on veut finalement rétablir le droit, c'est aussi par le droit, c'est par la lutte, on va en parler, mais à articuler avec le droit. Et le droit, il existe en France, même si ça a été assez long pour la France, finalement, de transposer des directives européennes sur cette question-là, la question de la discrimination en général et la question de la discrimination raciale en particulier. Donc, en tout cas, pour le droit du travail, il a… Et justement, sans vouloir t'interrompre, on a eu une discussion très intéressante avant où effectivement, j'exprimais que pour le droit français, je voyais bien qu'il était en retard sur les autres pays. Et toi, tu me disais, attention, il faut faire attention à ça parce que ce n'est pas vrai qu'on ne peut rien faire et que souvent, c'est une manière de renoncer.
J'ai trouvé ça très intéressant parce que… C'est vrai que c'est important qu'on illustre finalement notre discours par une réalité des débats, et c'est vrai en réalité. C'est-à-dire que quand on met le nez dedans, alors quand on est juriste, c'est plus simple, mais je vous assure que finalement, ce n'est pas si difficile, parce que maintenant on a Google, parce qu'il y a des acteurs qui sont formés, et finalement, c'est peut-être un lapsus révélateur, mais finalement, il y a un corpus de lois qui existe. Dans le droit du travail, donc pour peut-être continuer ce que je disais, c'est la transposition finalement de la loi de 2008 dans le Code du travail, et notamment le L 1132-1, qui va instituer le principe de non-discrimination, notamment la non-discrimination fondée sur l'origine. Donc, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Et ça, c'est important, parce que ça veut dire que c'est interdit. Et ensuite, elle définit les champs finalement, c'est-à-dire que c'est interdit à la fois dans l'accès à l'emploi, donc dans l'embauche, mais c'est interdit également lorsqu'on est dans le travail, dans l'évolution de carrière, dans l'évolution salariale, dans la sanction, dans l'accès à un stage, dans l'accès à la formation. Donc tous ces champs-là, ils sont finalement intégrés dans le corpus de loi. Et du coup, une fois qu'on a ça finalement, eh bien, la victime, présumée ou réelle, présumée parce que tant qu'elle est finalement, elle n'est pas passée devant une juridiction et qu'il n'y a pas une décision qui avalise le fait qu'elle soit victime de discrimination, elle reste présumée. Mais finalement, je vous donne un cas assez simple. Vous êtes salarié, vous êtes racisé. Alors, il y a une difficulté aussi qu'on ne va peut-être pas développer aujourd'hui, mais qui est l'intersectionnalité. C'est-à-dire que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, non seulement les victimes qui remplissent plusieurs critères de discrimination ont tendance, parce qu'on les enjoint à cela, d'une manière générale, la société les enjoint à cela, de ne pas envisager le traitement défavorable qui est opéré sur elles ou eux sur le fondement de leur origine, mais sur tous les autres critères. Donc, si c'est une femme, par exemple, un peu instinctivement, de la part de la victime, mais aussi de la part de ses interlocuteurs, qui peuvent être les organisations syndicales, l'inspection du travail, même des avocats. Ça va être finalement le critère qui est le plus… celui qui est le moins crispant, le moins clivant, qui va être identifié, qui va être finalement pris. Mais en réalité, le droit, il est beaucoup moins sournois que ça. Si vous remplissez plusieurs critères, le handicap, le genre, mais également l'origine, et que ces critères-là, vous pensez que c'est ce qui freine votre carrière, c'est ce qui freine finalement votre hiérarchie à vous donner un stage ou une formation, c'est ce qui freine finalement un employeur, une DRH, finalement à vous permettre d'accéder à un emploi qui a été mis à la vacance. Eh bien, il ne faut pas hésiter. Il faut non seulement pas hésiter, mais il ne faut pas se laisser convaincre que ce n'est pas cela. Parce que dans la réalité, en droit civil, c'est-à-dire si vous décidez d'aller devant le Conseil des prud'hommes, on ne va pas vous demander de démontrer. Ça, c'est l'avantage quand même. C'est que l'aménagement, il y a un aménagement de la charge de la preuve. Vous êtes chargé d'alléguer, c'est-à-dire de présenter des faits. Je n'ai pas pu accéder à mon stage. J'ai demandé à mon employeur de me donner les raisons objectives. Il n'a pas été en capacité de me le dire. Je peux aller sur ce terrain-là et je peux saisir les prud'hommes. Et j'invite les organisations syndicales, les avocats, les personnes victimes potentiellement à ouvrir finalement à s'ouvrir au niveau de la conscience là-dessus. Parce que la réalité, elle est là, puisqu'on la retrouve dans tous les rapports qui existent. Et beaucoup de gens ne savent pas et beaucoup de gens n'osent pas aussi. Alors, c'est ça, c'est qu'en gros, malgré les textes, donc les L1132-1, 2, 3, 4, il y en a plein, parce qu'en plus, il y a des textes qui protègent toute personne qui est victime et qui demande à son employeur pourquoi. Il y a des textes qui, je ne vais pas vous donner comme ça, un peu, ça va faire une liste à l'après-vert, mais il suffit de regarder toute la partie L1132. Et il y a des textes qui protègent les témoins. Donc finalement, le droit tel qu'il existe, il est déjà, si on le mobilise,
plutôt positif. Donc, n'hésitons pas à l'utiliser. Qu'est-ce qui manque? Pourquoi il n'y a pas plus de démarches, justement, quand les gens se sentent discriminés? Alors, moi, par mon expérience professionnelle et mon expérience aussi de femme racisée, j'ai quelques pistes. Je crois qu'il y a d'abord la première chose ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'intériorisation finalement des personnes victimes des mécanismes qui sont opérés sur elles, sur eux. Si vous êtes syndicaliste, par exemple, on se dit tout de suite, c'est parce qu'on est syndicaliste et pas parce qu'on est femme et pas parce qu'on est racisé. Sauf que non, les choses doivent se penser de manière un peu presque empirique. Et ensuite, il y a un déni, je ne peux pas l'appeler autrement, un déni des institutions qui sont chargées de lutter contre et des acteurs qui sont chargés de lutter contre, dont les organisations syndicales qui sont très peu formées sur le sujet. Elles s'y mettent qu'aujourd'hui. Et peut-être pour donner des exemples, on l'a vu sur le cas des Chibani. Peut-être pour… Donc là, il y a des démarches individuelles, donc des gens qui se sentent discriminés, qui vont aller voir défenseur des droits ou un avocat. Et puis, il y a aussi des démarches collectives. Et là, on va effectivement parler de ces démarches collectives. Mais en même temps, qui s'articulent aussi, qui montrent, qui illustrent les freins qui peuvent exister. C'est-à-dire que sur le cas des Chibani, par exemple, on me rappelle brièvement, ici je parle sous ton contrôle, Laurent, s'il manque des choses. S'il manque des choses. Les Chibani, ce sont on en a tous vu ou on en a tous eu dans notre entourage. Ce sont des gens qui venaient pour la plupart du Maroc, sous couvert d'une convention qui avait été signée entre la direction de la SNCF et des syndicats, et qui en fait autorisait la SNCF à aller chercher une main-d'œuvre au Maroc, qui n'était pas d'ailleurs, contrairement à ce qu'on a pu penser et ce qui a été invoqué par la SNCF, des gens illettrés ou non éduqués, entre guillemets. C'est des termes qui avaient été utilisés à l'époque du jugement, mais qui étaient bien des gens qui étaient instruits dans leur pays. Et ils sont arrivés à plusieurs centaines à l'époque en France pour poser les rails, notamment, et finalement intervenir sur des travaux très, très pénibles, dans des conditions de vie extrêmement spartiates, puisqu'ils dormaient dans des wagons mobiles et payaient finalement en deçà de ce qui était prévu pour les cheminots. Donc, c'était des gens qui finalement faisaient la même chose, si ce n'est plus, parce que pour les raisons que je viens d'évoquer, mais moins payés. Et ça a duré pendant des années, et ça a un effet sur leur retraite, puisque si on est moins payé, finalement, on a une retraite moindre que celle des cheminots qui finalement faisaient la même chose, ou en tout cas moins péniblement. Et à un moment donné, il y a quelques-uns de ces agents qui, certainement conscientisés, ont décidé, d'abord c'était des petits comités, de se pencher sur le problème et finalement de saisir tous les leviers qu'on peut envisager, imaginer sur justement une discrimination liée à l'origine, à l'identité, dans le déroulement de carrière et dans la retraite. Et il s'est trouvé que ces gens-là, ils ont saisi les organisations syndicales, notamment une grande organisation syndicale, et ils n'ont pas été soutenus. Ça, c'est un fait, c'est factuel. Ça veut dire que, vous voyez, dans les consciences, c'était certainement pas un sujet, pas un sujet important, mais un sujet secondaire en tout cas, ou peut-être qu'il pouvait cliver, parce que finalement, ça met en compétition des agents de la classe ouvrière. Et du coup, à la fois, c'est un exemple mais emblématique parce qu'ils se sont constitués en comité, d'abord des dizaines, ensuite des centaines et ensuite plus de 800 dossiers. Ils ont gagné en première instance une victoire
plusieurs millions d'euros, alors je ne l'ai pas en tête, mais 170 millions d'euros. Et entre-temps, avec une avocate notamment, entre-temps, d'autres dossiers sont arrivés. Et ils vont en appel, en tout cas c'est la SNCF qui va en appel, et ils gagnent de nouveau. C'est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire. Et pourtant, pour ceux qui nous entendent, très peu relayé. Oui. Très peu évoqué. Donc effectivement, parce que là, je vois un peu le temps tourner. Donc, sur ça, on voit qu'il y a des progrès dans les syndicats, mais on n'y est pas encore. Il y a encore du chemin à faire. Mais il y a d'autres exemples de batailles collectives avec des victoires. Notamment, on en a parlé dernièrement, les femmes de chambre de l'hôtel Ibis des Batignolles, qui est une victoire assez emblématique. Et puis, il y a eu aussi, quelques années avant, des travailleurs maliens où là, la discrimination systémique a été reconnue par le Conseil reconnue. des prud'hommes. Donc, voilà. Alors, on voit l'évolution d'ailleurs dans l'esprit des syndicats, puisque pour ces deux exemples, on a le soutien de syndicats. Et en effet, pour le premier exemple, donc on ne va pas rappeler, mais en gros, ce sont des femmes de ménage racisées, donc la plupart subsahariennes, qui décident à un moment donné, pour à cause, si je puis dire, des conditions de travail extrêmement dégradées, un salaire qui n'est pas à la hauteur de du travail effectué, elles demandent, en faisant des grèves, à l'employeur, finalement, de les intégrer, puisque c'est un employeur sous-traitant, pour ne pas le nommer STN, elles demandent l'internalisation dans le groupe Accor, qui est le groupe qui détient l'hôtel dans lequel elles intervenaient. Cette lutte, elle a duré 2 ans. Allez, 22 mois, c'est presque 2 ans. Et finalement, on se rend compte dans la stratégie de lutte que les choses se sont accélérées, c'est-à-dire que Accor est venu autour de la table quand il y a eu une plainte pour discrimination raciale et sexiste qui a été déposée par ces femmes accompagnées du syndicat CGT-HPE au tribunal des prud'hommes. Donc, ça veut bien dire que finalement, ça pèse lourd parce que le critère d'origine, c'est quelque chose qui fait mal aux employeurs. Pour les salariés de Breteuil, c'est pareil, c'était des travailleurs sans papier, un salarié qui a à un moment donné un accident du travail, donc non déclaré, et finalement, pareil, la CGT qui porte le dossier et une victoire au tribunal des prud'hommes qui donne finalement un arrêt qui est vraiment hors du commun, qui reconnaît la discrimination raciale systémique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fois on reconnaît une ethnicisation du travail, une répartition ethnique du travail qui finalement met les gens les plus vulnérables, qui remplissent des critères de race, sur les travaux les plus pénibles. Et en effet, les travailleurs sans papier sont ceux qui sont les plus exploités et qui sont le plus victimes de discrimination raciale dans le travail. Juste, peut-être pour aller un peu sur le droit de nouveau, on a le droit du travail, mais on a aussi le droit pénal, avec peut-être quand même une difficulté, mais quand même, qui est que dans le droit pénal, il n'y a pas d'aménagement de la charge de la preuve. Et du coup, il y a charge finalement à la victime, aux victimes, non seulement d'alléguer les faits, mais de démontrer les faits qu'ils invoquent, mais également l'intentionnalité de la personne ou du groupe moral, en tout cas, de la personne morale qui opère cette discrimination. C'est important parce que c'est l'article 225-1 qui va définir les discriminations et notamment donc instituer la discrimination liée à l'origine. Et le 225-2, quand même, il définit, si je puis dire, l'infraction, c'est un délit et quand même, la personne physique ou morale qui opère cette discrimination, elle est susceptible, en tout cas, d'avoir une amende de 45 000 euros, je crois, et 3 ans de prison au maximum. Et en fait, il faut savoir que quand même, dans le domaine du travail, ça couvre plusieurs choses, parce qu'on est sur l'embauche, on est sur la sanction et on est sur le licenciement. Donc ça, c'est pas rien. Et le stage pour les personnes à qui on refusera un stage, notamment en enseignement supérieur. Et ça, c'est pas rien, parce que ça veut dire qu'il y a un corpus de lois. Et j'en finis. Et il ne faut pas oublier un acteur qui est fondamental dans ces luttes, qui s'est retrouvé dans la lutte des Chibani, qui s'est retrouvé dans bien des luttes collectives, mais même individuelles, c'est le défenseur des droits qui produit
des avis, mais qui peut même aussi aller accompagner au tribunal. Donc ça, c'est important. Ça ne veut pas dire forcément qu'au bout du compte, il y aura une victoire, mais ça pèse quand même dans un dossier individuel et ou collectif. Et enfin, quand même, parce que là, on parle de dossiers collectifs, et c'est vrai que c'est important. En fait, c'est tellement finalement neutralisé, banalisé, il y a tellement un déni par rapport à cette discrimination que finalement, elle devient visible à ceux qui l'opèrent et qui ne veulent pas la voir. Donc, ça veut dire beaucoup de monde et beaucoup d'institutions et beaucoup d'acteurs, qu'elle prend tout son sens quand elle s'incarne dans plusieurs dossiers. Mais quand même, il y a aussi plein de jurisprudences individuelles pour rapidement, il y en a une en début d'année pour un salarié maghrébin de la BNP qui finalement en appel a gagné. Hein, c'était une affaire d'évolution de carrière. Il y a eu plusieurs affaires en civil qui montrent des affaires individuelles qui montrent qu'on peut gagner parce que ce qu'il faut garder en tête, c'est que lorsqu'il n'y a pas d'objectivation de votre interlocuteur, dans le refus de vous embaucher, dans le refus de vous donner une augmentation de salaire, dans le refus de vous donner tout ce qu'on peut envisager, vous pouvez aller sur le terrain de la discrimination raciale si vous remplissez ce critère. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est très important. Alors, il y a un élément d'ailleurs qui est intéressant, c'est que de fait, l'action de groupe qui normalement n'est pas reconnue, ça fait jurisprudence, puisque ce qui s'est passé… C'était des dossiers individuels, mais voilà, posés en même temps. Posés en même temps. Donc, c'est presque comme une action de groupe, en fait. Mais même si, bon, c'est pas tout vrai. Mais il y a… Après, elle existe, l'action de groupe. On pourra en parler si on a le temps, donc, mais elle existe. On n'aura peut-être pas le temps de développer sur l'action de groupe. C'est quand même intéressant de voir ce qu'il est possible de faire. Parce que souvent, on parle des obstacles, on sait qu'on est dans une situation, il faut rendre visibles les discriminations raciales dans le travail, parce qu'elles existent, elles sont massives. Donc, il y a une nécessité que les organisations politiques, les organisations syndicales prennent à bras-le-corps cette question-là. Il y a une nécessité, effectivement, de dire, de montrer et de faire des propositions qui permettent justement de lutter concrètement contre ça. Donc, il y a évidemment un certain nombre de propositions qui sont faites par des syndicats, comme la CGT, mais il y a aussi les propositions qui sont portées par la France Insoumise et le Livret notamment, créer un commissariat de l'égalité et de lutte contre les discriminations qui est doté d'un pouvoir de contrôle, d'alerte, de saisie et de sanctions, et d'un corps d'inspectrices et d'inspecteurs et d'antennes territoriales. Mais c'est aussi la question de la formation, évidemment, des personnels des différentes administrations, des ministères. Il faut savoir que les discriminations raciales, c'est aussi dans la fonction publique. On n'en a pas parlé, mais il y a un certain nombre d'exemples concrets de discrimination, de rapports dans la fonction publique qui est censé être un modèle et qui ne l'est pas. Voilà, donc il y a la nécessité qu'il y ait aussi la protection des lanceurs et des lanceuses d'alerte au sein de l'administration. Voilà. Il y a aussi autre proposition, la création d'un pôle judiciaire de lutte contre les discriminations par cour d'appel. Donc, l'idée, c'est que les victimes puissent être appuyées, puissent justement prendre confiance et puissent ne plus hésiter quand elles se pensent victimes de discrimination. Je précise que souvent, en France, on a du mal, quand on est discriminé, on a souvent du mal à reconnaître soi-même qu'on est discriminé. Donc, en général, les victimes ont raison. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas soutenues et qu'elles finissent finalement par se taire. Trop souvent, mais de plus en plus, ça parle et ça lutte. D'où la résistance d'ailleurs. Voilà, et d'où les crispations en face. Voilà. Et il y a aussi effectivement la question du droit du sol, la question de la carte de séjour, parce que les employeurs, on le voit dans un certain nombre de cas, profitent du fait que les sans-papiers sont sans-papiers, n'ont aucun droit et donc sont corvéables à merci. Évidemment, la solution, ce n'est pas ce que propose la droite et l'extrême droite de les expulser, mais de les régulariser. Ils participent à l'activité
au fonctionnement économique du pays, elles participent à la société française et donc ils doivent être régularisés. Donc ça, c'est des propositions qui sont très concrètes. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose rapidement parce qu'on arrive à la fin. Très rapidement, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en réalité, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la France insoumise, la lutte contre les discriminations raciales, dans tous les champs d'ailleurs, c'est un vrai enjeu de lutte. Donc la réalité, c'est que pour faire tout ce qui vient d'être dit, c'est de dire que c'est un vrai enjeu de lutte et de mettre les budgets finalement derrière, de les affecter pour pouvoir mettre en œuvre des vraies mesures positive, volontariste pour lutter contre cette discrimination qui fait un mal fou aux victimes, mais qui fait un mal fou à toute la société, que ce soit d'un point de vue de la rupture qu'on peut connaître aujourd'hui, d'un point de vue de la santé, mais même d'un point de vue financier. Personne en réalité n'a intérêt à ce que la discrimination raciale reste opérante en France. Voilà, qu'on soit directement concerné en tant que racisé, ou qu'on ne le soit pas, même quand on n'est pas racisé, on est concerné parce que c'est aussi ce qui divise la société française et c'est aussi ce qui explique. Je veux dire que quand on parle de la montée du Rassemblement national et de la montée du fascisme, c'est aussi le terreau sur lequel tout ça pousse. Donc, lutter contre le Rassemblement national, c'est aussi lutter concrètement contre les discriminations, que ce soit au faciès, on n'en a pas parlé ce soir, aujourd'hui, que ce soit évidemment au travail spécifiquement pour notre sujet d'aujourd'hui. Et c'est comme ça, justement, en recréant des liens, en faisant en sorte justement que les salariés qui sont divisés aujourd'hui puissent plus converger, s'unifier parce qu'ils ont des intérêts communs. Encore faut-il que ces intérêts-là, que les intérêts des uns et des autres soient reconnus, c'est-à-dire que les salariés qui sont racisés, les chômeurs, les précaires, eux aussi, elles aussi, elles doivent, pour pouvoir converger avec tout le monde, ça commence par la prise en compte de ces spécificités-là, c'est-à-dire qu'en tant que Noirs, Arabes, Asiatiques, femmes, on est doublement impacté par aujourd'hui la crise, plus que les autres, parce que justement, en plus d'être exploité, on est aussi discriminé. Et c'est, voilà, donc c'est une question importante. On espère en tout cas qu'on a été clair. En tout cas, voilà, ça nous a... c'était intéressant de partager ça avec vous et on vous donne rendez-vous évidemment pour d'autres formations organisées par le livret dans les mois à venir. À bientôt. À bientôt.